Test d'évaluation de français. TEF. Compréhension orale. Crystal Prep. Voilà ta chambre. Elle te plaît? Bof, elle n'est pas terrible. Ah bon? Moi, je l'aime beaucoup. Crystal Prep. Vers quelle heure vous arrivez? Vers 11h20, je crois. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? J'ai mal à la tête. Tu es en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis désolé, ma voiture est tombée en panne. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Ceci est le tout dernier appel avant la fermeture des ports du vol Air France. 055 à destination de Paris-Charles de Gaulle. Nous invitons tous les clients à embarquer immédiatement en porte A20 et A22. Merci. Quand vous entendrez la sirène, tous les crimes, incluant les meurtres, seront autorisés pendant 12 heures consécutives. Les services de police, d'incendie et d'urgence médicale seront suspendus jusqu'à 7 heures demain matin, quand la purge sera levée. Mesdames, Messieurs, bonjour. La SNCF et votre chef de bord vous souhaite la bienvenue dans ce TGV à destination de Aix-les-Bains-le-Revard, Chambéry et Paris-Son-Terminus. Dans quelques instants, nous passerons parmi vous et serons à votre disposition tout au long du voyage. Si vous avez rencontré des difficultés pour composter votre billet, n'hésitez pas à nous solliciter. En raison de travaux d'entretien planifiés, le parc sera temporairement fermé de février à mars. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela pourrait causer et vous remercions de votre compréhension.
Tu es en congé vendredi? Je voudrais te demander un service. Samedi, je vais au mariage de ma sœur à Marseille et j'aimerais bien partir vendredi. Est-ce que tu pourrais me remplacer? Sébastien, t'as vu mon courriel? La réunion de cet après-midi est reportée à demain, même heure. Écoute, débrouille-toi, mais sois à l'heure. Tu sais que le nouveau patron ne supporte pas les gens qui arrivent en retard. Bonjour, monsieur Granger de SM France. J'appelle pour vous dire que je n'ai pas encore reçu les invitations que vous deviez imprimer. J'en avais commandé 1000 et vous deviez me les livrer hier, dernier délai. Veuillez me rappeler le plus vite possible. Merci. Bonjour, Paul Jouvet de votre agence EDF à Villeneuve-Saint-Georges. Nous proposons actuellement à nos abonnés une évaluation gratuite de la qualité de l'isolation thermique de leur habitation. Si vous êtes intéressé, veuillez reprendre contact avec moi. Bonjour, Céline Dufour de votre agence EDF-GDF de Massy. Un de nos agents est actuellement sur votre commune qui va bientôt être raccordée au réseau de gaz. Nous souhaiterions donc vous rencontrer pour vous présenter les nouvelles possibilités qui s'offriront à vous dès la fin de l'année. N'hésitez pas à m'appeler au 01 45 12 34 56. Je m'excuse de vous déranger pendant vos vacances. C'est Chloé, le responsable du département. J'espère que vous profitez bien de votre temps libre. J'ai besoin d'accéder au dossier du directeur général. Pouvez-vous me dire où je peux le trouver ou s'il est accessible en ligne? Version 1. L'IA va détruire des emplois traditionnels et créer des inégalités. Je m'oppose catégoriquement à son infiltration dans le monde professionnel. Version 2. Je reconnais les bénéfices potentiels de l'IA, mais nous devons surveiller de près son influence sur l'emploi. Des régulations sont nécessaires pour éviter des conséquences négatives. Version 3. L'intelligence artificielle révolutionne notre façon de travailler, offrant des opportunités sans précédent. Je suis résolument optimiste quant à son impact positif.
Personne 1. Le télétravail est une révolution positive. Il offre une flexibilité inégalée, permettant aux travailleurs de gérer leur emploi du temps de manière plus autonome. Cette autonomie se traduit par une amélioration significative de l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. De plus, travailler à distance a le pouvoir de stimuler la productivité en créant un environnement propice à la concentration et à la créativité. Je suis profondément convaincu que le télétravail représente l'avenir du travail moderne, offrant des avantages considérables. Personne 2. En observant les avantages indéniables du télétravail, tels que la réduction des déplacements et la possibilité de personnaliser son espace de travail, il est difficile de ne pas être favorable à cette approche. Cependant, trouver un équilibre entre les avantages et les défis est essentiel pour garantir le succès du télétravail. Personne 3. Le télétravail est une menace pour la productivité et la cohésion d'équipe. Rien ne remplace le travail en personne. Je m'oppose fermement à cette tendance. Les agences de voyage permettent aux personnes qui n'ont pas l'habitude de voyager d'être orientées, conseillées, guidées dans leur choix de destination, leur réservation de vol et d'hôtel. Mais, de toute évidence, elles sont aussi un piège, car elles facturent au prix fort des services que les clients peuvent trouver 2 ou 3 fois moins chers sur Internet. Par ailleurs, les agences proposent souvent des hébergements dans leurs hôtels partenaires, qui ne sont pas nécessairement les meilleurs ou les mieux situés. Enfin, certaines agences, sous prétexte de conseiller des voyageurs inexpérimentés, vendent des services dont le client n'a pas nécessairement besoin, comme les services de guide par exemple. C'est dans le domaine de la santé que l'on trouve le plus grand nombre d'objets connectés. Il faut dire que les données physiologiques humaines constituent un formidable champ d'investigation. Les paramètres à surveiller sont nombreux et la technologie permet aujourd'hui de quantifier tout cela en temps réel. C'est le fameux phénomène de l'automesure, en anglais le Quantified Self. Alors il y a tout d'abord par exemple le pèse-personne connecté qui enregistre votre poids au jour le jour et vous permet de retrouver les données sur votre mobile via une application dédiée. Cela va même plus loin aujourd'hui avec la mesure du rythme cardiaque par les pieds, oui ça marche, du taux de CO2 dans la pièce ou encore de l'annonce du temps qu'il va faire dans la journée. Autre type d'équipement pour la santé, le tensiomètre connecté pour ceux qui souffrent de maladies cardiovasculaires et qui doivent surveiller leur pression artérielle au quotidien. Ce type de produit coûte moins d'une centaine d'euros chacun. Et puis on trouve aussi toutes sortes de petits accessoires pour certaines pathologies qui sont des... Docteur Catherine Emblé-Périssol, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin psychothérapeute. Comment faire quand nos émotions nous submergent? La première chose à faire, c'est déjà reconnaître que l'émotion n'est pas là pour rien. C'est-à-dire de s'accorder à soi-même d'être ému, touché.
et donc d'être un être sensible. C'est normal d'avoir des émotions. C'est normal, c'est sain, c'est juste, c'est fait pour. Et donc, plus nous essayons de résister, plus ça s'amplifie. Accepter d'être en colère, triste ou des choses comme ça. Accepter d'être vraiment touché, bouleversé même par rapport aux situations dans lesquelles nous sommes. Ça, c'est vraiment le point le plus essentiel. Et après, on fait quoi? Et juste derrière, c'est entendre que cette émotion est là pour quelque chose, qu'elle a du sens, qu'elle a une fonction, et elle vient nous alerter à la fois sur la situation et sur le désir que nous avons d'entrer en rapport avec cette situation d'une certaine manière, avec une certaine tonalité. Le théâtre antique d'Arles est construit sous l'empereur Auguste et à sa gloire durant le 1er siècle avant notre ère. Sophie Asport, adjointe au maire d'Arles, est déléguée au patrimoine et à l'urbanisme. Devant nous, effectivement, nous avons un arc qui correspond au gradin et plus particulièrement à la cavea, qui était l'espace où on pouvait accueillir 10 000 personnes à l'origine, lorsque le théâtre antique était complet, et qui s'élevait sur 3 étages. 3 étages qui faisaient face en bas, au pied de ces gradins, à un orchestra qui, lui, était plutôt dédié pour l'accueil des sénateurs. Nous avons ensuite la scène et à l'arrière de la scène se trouvait un fond de scène qui a aujourd'hui malheureusement disparu, dont il ne subsiste que quelques départs de colonnes et les 2 colonnes qui restent en place qui matérialisaient le mur de scène, le mur de fond de scène. Une scène et un théâtre monumental où l'on peut imaginer les représentations fastueuses de l'époque romaine. Les spectateurs avaient plusieurs représentations, des déclamations, des présentations théâtrales bien sûr, des présentations satiriques. Et oui, on connaissait les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes. Voici venus les capitalistes anonymes. Un groupe de parole, tout ce qu'il y a de plus sérieux, qui se réunit tous les 15 jours à la fabrique à Issy-les-Moulineaux pour partager son rapport à la consommation, à la sobriété. C'est un reportage du média L'ADN qui nous l'apprend. Le modèle est calqué sur celui des alcooliques anonymes. 8 étapes clés, parmi lesquelles le fait d'admettre sa participation à la crise, de se former à la parole scientifique, ou encore de comprendre que la sobriété est l'objectif à atteindre. Comment cela s'est lancé ? À l'origine, Julien, 38 ans, formé en école d'ingénieur, s'est pris la crise climatique en pleine tête, se demandant jour après jour pourquoi personne n'y faisait rien. Un jour, Julien est tombé sur la définition de l'addiction. Alors, je vous sors mon Larousse, attention, soyez attentifs. L'addiction est un processus par lequel un comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. L'addiction s'accompagne d'une impossibilité à contrôler ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Genre, surconsommer alors que c'est hyper mauvais pour la planète. Pour Julien, cette définition s'applique parfaitement à notre rapport actuel. Quand vous dites qu'il y a eu une révolution dans la manière dont on conçoit et dont on travaille sur l'intelligence artificielle, avant, on savait à peu près tout ce que pouvait faire une machine. Aujourd'hui, on apprend à la machine à apprendre. Alors on apprend à la machine, ça veut dire pour l'instant quand on veut l'entraîner par exemple, quand on veut construire une machine qui peut reconnaître des objets dans des images, savoir s'il y a un chien, un chat, une table, une chaise, on collecte des milliers d'images avec des chiens, des chats, des tables, des chaises. On montre une image à la machine, si elle répond pas à la bonne chose, on lui dit tu t'es trompé, voilà la réponse correcte, et puis elle ajuste ses paramètres internes un petit peu
la manière dont on apprend nous. Oui. Dans le cerveau, l'apprentissage se produit par modification de l'efficacité des connexions entre les neurones, entre les cellules nerveuses. Et on fait un petit peu la même chose là, on change des coefficients dans ces réseaux de neurones et ils apprennent après quelques milliers d'exemples, à reconnaître des chiens, des chats, des tables, des chaises, etc. Les robots sont plus stupides que des rats, avez-vous dit lors d'une conférence. Expliquez-nous ça. Alors qu'on a l'impression au contraire que certaines machines sont plus compliquées, plus complexes, plus douées que les cerveaux humains. Alors dans certains domaines, oui, c'est-à-dire qu'effectivement on peut acheter un gadget à 30 € qui nous bat à plat de couture aux échecs. En tout cas, ça me bat aux échecs. Oui, et je pense que l'ensemble des personnes dans ce studio également. Donc certainement, il y a des domaines très pointus dans lesquels on peut construire des machines soit à la main, soit les entraîner à partir de ces techniques de deep learning, dans lesquelles elles vont avoir des compétences supérieures à la plupart des humains. Donc par exemple, on peut entraîner ces machines de reconnaissance d'images à reconnaître une espèce de plante à partir de la forme des feuilles ou des espèces d'oiseaux, etc. à partir de photos. D'accord. Ce que la plupart des gens, sauf les experts, ne peuvent pas faire. Oui. Reconnaître tout un tas de choses comme ça. On a des systèmes qui jouent effectivement à des jeux comme les échecs, le Go, etc. qui battent les humains à plat de couture. Mais ce ne sont pas des systèmes qui ont de l'intelligence générale. C'est-à-dire ce qui caractérise l'intelligence humaine. Ce super ordinateur AlphaGo 0 par exemple, qui est imbattable au jeu de Go, qui a encore réussi un exploit dans la nuit. Ça c'est une intelligence spécifique très particulière. Mais qu'est-ce qui lui manque? Alors, ce super ordinateur. Alors c'est pas un super ordinateur, en fait c'est un programme qui tourne sur les réseaux d'ordinateurs de Google. Il y en a aussi chez Facebook et autres. Ouais. Donc ce programme s'entraîne en jouant contre des copies de lui-même. Qui sont toutes un petit peu différentes et finit en fait en quelques semaines ou en quelques jours à jouer des millions et des millions de parties, en fait probablement plus de parties de Go que la totalité de l'humanité dans les 3000 dernières années, et finalement arrive à raffiner des stratégies que les humains n'avaient pas trouvées. Donc ces techniques sont très puissantes quand elles sont appliquées à des domaines très étroits, mais La mer représente 71% de la surface de la planète Terre, soit 12 fois la surface du continent africain. Les mers sont des pôles d'attraction pour l'homme, car en même temps, elles fournissent de la nourriture, c'est-à-dire la protéine des poissons, et permettent des échanges. Résultat, plus de 60% de la population mondiale vit à moins de 80 km des côtes. Or, ce sont précisément les activités humaines qui contribuent aux pollutions. D'abord, jusque dans les années 70, la mer est considérée comme un milieu inhabité et pouvant absorber tous les déchets, une sorte de poubelle infinie. Et puis, la pollution touche avant tout les littoraux, car ils cumulent au moins 4 fonctions. Lieu de résidence, de loisirs, de transport et de pêche. De pêche, car le milieu littoral a une fonction particulière dans le développement des poissons, et donc cela influe sur la pêche en mer. Alors, entrons dans le détail en étudiant les rejets et les déchets. C'est la terre qui pollue la mer, puisque ce sont les rivières qui transportent les rejets des habitants des villes, les rejets des industries, les engrais et pesticides utilisés dans l'agriculture.
Nouvelle tendance dans nos assiettes, la cosméto-food ou comment devenir beau en mangeant. Après nous avoir convertis aux alicaments, ces produits alimentaires censés nous soigner comme des médicaments, l'industrie agroalimentaire nous propose aujourd'hui la cosméto-food, dont les prétendues vertus nous permettraient d'être à jamais jeunes, beaux, minces et en bonne santé. L'agroalimentaire surfe sur la vague du culte de l'apparence et comme de plus en plus de consommateurs associent l'idée de bien-être à la nourriture, elle supplante sur leur propre terrain les traditionnelles recettes de beauté que sont la cosmétique, le sport ou même la chirurgie esthétique considérée par beaucoup comme trop invasive. Ces nouveaux produits alimentaires s'attaquent à tous nos problèmes de beauté, qu'il s'agisse de silhouette, de peau, de cheveux, d'ongles et j'en passe. Fini les crèmes à se tartiner sur le visage pour conserver une peau de bébé. Les recettes de beauté sont soi-disant désormais dans l'assiette. Yaourt anti-rides, chocolat anti-acné, jus de fruits ou lait anti-âge, boissons auto-bronzantes, la liste s'allonge de jour en jour. Alors, science ou marketing? À vous d'en décider. Avec plus de 33 000 boulangeries sur le territoire, le pain, qui appartient à notre patrimoine national, reste un produit traditionnel très consommé par les Français. Fabriqué à base de farine, d'eau et de sel, la pâte fermente sous l'action de la levure ou du levain. Lorsqu'il porte la mention « pain de tradition française », il ne doit subir aucun traitement de surgélation au cours de son élaboration et ne contenir aucun additif. Depuis quelques années, les clients se voient offrir une variété de plus en plus importante de pains. Qu'il s'agisse de la baguette ordinaire ou de la baguette tradition, des pains spéciaux au levain, au seigle, aux noix, au lardon, aux olives ou de campagne, tous sont faits maison puisque le pain vendu en boulangerie doit normalement être fabriqué sur place. Si vous voulez en savoir plus sur ce produit, je vous invite à consulter le site de l'EPI, Centre d'information de la filière pain. Avouez que le nom est évocateur. La fin du tournoi des 6 nations de rugby approche. Demain aura lieu le dernier match des Bleus et ce sera contre l'Angleterre. Il est intéressant de remarquer que le rugby français attire de plus en plus de jeunes et cette année, c'est la région parisienne qui a le plus d'inscrits en France. Il est important de savoir aussi que dans ce tournoi des 6 nations, 8 joueurs de l'équipe de France ont commencé à jouer au rugby en Île-de-France. La passion du rugby dans la région parisienne, c'est un reportage de Rémi Chevalier. Vanuatu est un des pays où les habitants sont les plus heureux au monde. L'Université Sussex et la Fondation pour une nouvelle économie en sont venus à cette conclusion en étudiant l'indice du bien-être durable. Vanuatu est un petit État du Pacifique Sud où le français a le statut de langue officielle. C'est aussi un territoire considéré comme un pays en voie de développement. Mais pourquoi les Vanuatais arrivent en tête du classement des gens heureux, loin devant des sociétés dites développées comme la France et le Canada? Eh bien, les Vanuatais vivent dans un milieu naturel d'une beauté exceptionnelle. On y retrouve entre autres une végétation luxuriante et de l'eau immaculée qu'ils ont su préserver et apprécier. Les Vanuatais vénèrent et vivent en harmonie avec cette nature généreuse et leur mode de vie laisse une faible empreinte écologique. Les Vanuatais seraient heureux, entre autres, car ils savent se satisfaire avec peu.
Bonjour Xavier. L'une des idées principales est de saper les bases de l'obsolescence programmée en prévoyant dans la loi le droit à la réparation. C'est-à-dire que pour tout produit, les consommateurs devraient pouvoir trouver des pièces de rechange facilement et à un prix raisonnable. Cela obligerait aussi le fabricant à fournir gratuitement à tout réparateur certifié un manuel de réparation d'un bien tant que celui-ci est offert sur le marché. La loi forcerait également les fabricants à apposer sur leurs produits une étiquette indiquant leur cote de durabilité, selon une charte établie par une instance officielle. Ça permettrait aux consommateurs d'anticiper à quel moment il devrait renouveler son achat. Enfin, un fabricant qui manquerait à ses obligations ou qui pratiquerait délibérément l'obsolescence programmée serait passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 $. Et même aucun, Jérôme. Pour fêter le citron, Menton affrète d'Espagne 120 000 tonnes de fruits. Les 200 000 visiteurs qui viennent assister à ces cavalcades bariolées n'y verront pas un seul agrume local. La raison? Le vrai citron de Menton est une espèce rare et précieuse. On le réserve à la dégustation. Il a failli disparaître et même s'il renaît de ses cendres à une vitesse spectaculaire, ne nous emballons pas. Aujourd'hui, la ville produit 70 tonnes de citron tous les ans. C'est rien à l'échelle des 13,7 millions de tonnes cultivées dans le monde. C'est infinitésimal et pourtant, c'est un miracle. Pour quelle raison? Parce que justement, nous sommes à Menton, sur la Riviera française, à 10 km des fastes de Monaco, à 30 km de Nice. Menton, on poursuit la carte postale, c'est 316 jours de soleil par an. Le clapotis de la Méditerranée, un entrelac de ruelles pittoresques, des façades colorées comme à Portofino, un grand port de plaisance. Bref, Menton a tout d'une ville vouée à la pression immobilière et beaucoup moins au développement agricole. Prenons d'abord quelques exemples ordinaires, quelques exemples anodins, sans aller tout de suite vers des exemples de grandes catastrophes ou de grands émerveillements qui viennent à l'improviste nous surprendre, comme bons exemples, par exemple, les surprises qu'on nous fait, une fête d'anniversaire imprévue et on doit réagir, bien réagir, plutôt bien quand c'est du bien et plutôt bien même quand c'est du mal, en tout cas tenir le coup face aux inattendus négatifs. Mais prenons d'abord des exemples ordinaires, des exemples anodins. Vous invitez 2 personnes et ils ne viennent pas, ou au contraire ils viennent à 4, et il faut s'adapter, faire à la fortune du pot, comme on dit, et c'est déjà un signe dans les sagesses populaires d'une adaptation au hasard, à la fortune. Vous avez un train qui a du retard, beaucoup de retard, vous devez par exemple vous installer où vous pouvez, et parfois vous faites des rencontres inattendues, et parfois ce hasard entraîne d'autres hasards positifs, parfois au contraire des galères, comme on dit, et il faut alors, comme on dit, faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et puis vous avez aussi des choses qui viennent vous frapper comme étant des hasards, mais aussi des nécessités de la vie, telle ou telle épreuve du vieillissement, tel ou tel seuil inattendu dans telle ou telle évolution. Et à ce moment-là, on dit qu'il faut faire de nécessité
Oui, l'efficacité du Nutri-Score avait déjà été évaluée par d'autres études scientifiques. La nouveauté, c'est que l'OCDE a aussi analysé l'impact sur l'économie. La mise en place du Nutri-Score à l'échelle européenne permettrait ainsi de faire des économies en termes de dépenses de santé, une baisse de 0,05% chaque année. Et puis, ce serait également un plus en termes de productivité. Qui dit public averti sur les qualités nutritionnelles d'un produit dit baisse des maladies chroniques, ce qui rejaillit sur l'emploi. Un gain évalué à 10,6 équivalents temps plein pour 100 000 habitants en âge de travailler. Oui, mais c'est loin d'être gagné. La Commission européenne avait proposé effectivement en 2021 un étiquetage nutritionnel obligatoire et harmonisé dans les 27 pays de l'Union. Mais ce projet se heurte à l'hostilité de certains industriels de l'agroalimentaire soutenus par des pays comme l'Italie. Le Nutri-Score serait ainsi pour les Italiens fois les Amériques, puis les découvreurs et les explorateurs, et même, il était une fois notre Terre. L'homme à l'origine de cette success story s'appelle Albert Barillet. C'est un pionnier de la série pour la jeunesse. C'est lui qui produit Kolargol, l'ours qui, selon Mireille et Anna Sigalevitch, là encore, chante en fa, en sol, en do dièse et en mi bémol. Pour réaliser un nombre conséquent d'épisodes, la série est imaginée en France mais fabriquée en Pologne. Il tient là un mode de production qu'il renouvelle avec Il était une fois l'homme, une série de dessins animés storyboardés en hexagone mais fabriqués au Japon, où l'animation télé est déjà en mode industriel. Albert Barillet sera suivi par d'autres producteurs, ceux de Ulysse 31 ou Les Mystérieuses Cité d'Or. Cette émulation de l'animation soutenue par l'État français dans les années 80 va donner son envol à toute une industrie. La France est aujourd'hui le 3e pays producteur de séries animées au monde et on le doit en partie aux pionniers dont font partie Albert Barillet et Maestro, son célèbre conteur à barbe blanche. Comme dans ce 15e épisode consacré au grand siècle de Louis XIV, c'était il y a 45 ans, fin janvier 1979.